bienvenue sur cette émission de débriefing. Aujourd'hui, sélectionneur adjoint de la sélection nationale du Burundi et formateur des entraîneurs pour le compte de la Fédération de football belge en Wallonie dénommée ACFF et aussi entraîneur de 3e division AEY. Pour cette émission, nous allons parler de la formation en Afrique, la gestion des binationaux, le choix des sélectionneurs, des sujets qui pourraient hisser le football africain au sommet. S'ils sont implémentés avec professionnalisme, pour en parler, M. Sangwa, bonsoir. Bonsoir, Guy. Vous êtes préoccupé par la formation des jeunes footballeurs en Afrique. Quelle est la problématique qui entraîne cette inquiétude? La problématique qui amène à cette inquiétude, tout d'abord, en me présentant, je suis aussi responsable technique de la formation des jeunes, donc ici en Europe où je m'occupe principalement de quelques centres de formation. Mais c'est pour cette raison-là que je me suis posé pas mal de questions concernant la formation en Afrique. Et en y réfléchissant, je me suis posé quelques questions auxquelles j'aurais peut-être l'occasion d'aborder dans cette émission parce que je pense qu'en Afrique, on est un petit peu, on est en train de se tromper dans le sens où, quand on doit former un jeune Africain, on ne doit pas oublier qu'un jeune Africain n'est pas un jeune Européen. Donc c'est plutôt dans cette thématique-là que je pense qu'on va partir dans le sens où, ici en Europe, si on regarde déjà le footballeur africain, le footballeur européen, mon cher Guy, on se connaît, on n'a pas les mêmes qualités. Et alors le problème qui est actuellement, c'est qu'avec les centres de formation, avec les académies, on a tendance à vouloir prendre la méthode de formation européenne et d'aller l'implémenter en Afrique. C'est bien, je suis d'accord que c'est une bonne chose. La création des académies, des centres de formation, c'est tout à l'honneur des gens qui s'impliquent dans cette formation-là. Mais plutôt, où moi j'aimerais toucher vraiment, c'est un petit peu à la formation proprement dite. Comment former un jeune Africain? Il ne faut pas copier les Occidentaux. Parce que les Occidentaux, on a toujours appris dans les cours de préparation physique qu'un Africain a beaucoup plus de muscles rapides, alors qu'un Européen, c'est un joueur, c'est un athlète qui possède énormément de muscles lents. Donc tout ça rentre en compte dans la formation. Et quand on regarde l'historique des footballeurs africains, on se rend compte qu'on a des joueurs plus techniques, un petit peu à l'image des Brésiliens. On n'est pas encore à la hauteur des Brésiliens, mais on est des joueurs, il y a des joueurs africains. Les joueurs africains, ce sont des joueurs qui jouent à l'instinct. Et avec la formation européenne, on commence petit à petit à détruire cette instinctivité des footballeurs africains. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'ici en Europe, il n'y a plus de flancs, il n'y a plus des gens qui osent, qui dribblent, qui font ceci. Mais si on retourne en Afrique, on se rend compte petit à petit que les Gervinho, des joueurs qu'on a connus aussi dans des grandes sélections africaines, comme JJ Okocha, tout ça, ce genre de joueurs, on n'en trouve plus. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve un petit peu comme le football européen où il faut énormément d'organisation et ceci. Et un joueur talentueux, c'est un ou deux par décennie. Alors qu'en Afrique, c'était une habitude où on retrouvait toujours ce genre de joueurs. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a plus de formation de la rue, parce qu'avant, c'était ça qui faisait la force du football africain. Mais on doit continuer, on doit rester dans notre formation, même dans les académies, en restant dans cette formation de football de la rue, où on laisse un petit peu l'instinct du joueur prendre le dessus sur les contrôles, où on se dit, tu dois contrôler comme ça, tu dois mettre ton corps comme ça. Eh bien non, le joueur africain a besoin de cette liberté-là pour pouvoir bien se former. Et avec cette formation-là, et puis plus tard, quand on arrive dans des catégories de 16 ans, 17 ans, 15 ans, là, on peut commencer petit à petit à apporter cette touche occidentale. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous manque dans nos sélections aussi. Mais cette touche occidentale arrive plus tard, mais pas plus tôt. Vous dressez un bilan sur la problématique de la formation des jeunes footballeurs en Afrique dans son ensemble. Est-ce que selon vous, la post-formation est réellement prise en compte? Et qu'est-ce qu'une post-formation réussie? Oui, cette question, cette thématique, je pense que le football africain, on n'a jamais tenu compte de la post-formation. C'est une période où les joueurs africains arrivent à passer d'eux-mêmes le cap
et où les clubs, ou les centres de formation, les fédérations ne tiennent pas compte de cette post-formation. Et ça arrive naturellement. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a tellement de talents précoces et quand tu es bon et que tu tombes par hasard sur un entraîneur qui te fait confiance, eh ben là, ta post-formation, bizarrement, elle est réussie et tu exploses. Alors qu'il y a d'autres, des joueurs qui ont du talent et qui ont peut-être, qui manquent un petit peu cette touche qui leur permettrait de percer au niveau de première division, au niveau professionnel, parce qu'en Afrique maintenant, c'est des professionnels, donc qui les empêche à passer le cap, alors que s'il y avait une post-formation bien suivie, ces joueurs-là allaient aussi réussir à passer le cap. Raison pour laquelle en Afrique, nous tous, on a été en Afrique, on a joué au foot, il y a eu à un certain moment où on est 50, et dans les 50, il y a 20 qui sont talentueux, mais dans les 20, on se rend compte que c'est peut-être le plus talentueux et qui adorait jouer au foot, mais qui n'a jamais passé le cap. Pourquoi? Parce que la post-formation n'a pas été suivie. La post-formation, c'est quoi? C'est le lien entre la formation des jeunes footballeurs et aussi le passage au football adulte. Et en Afrique, bizarrement, malgré ce manque-là, on a toujours réussi. Et on se rend compte que les joueurs, les Africains qui quittaient l'Afrique, en arrivant ici au plus jeune âge, quand on prend l'exemple de Samuel Eto'o, qui est maintenant le président de la fédération camerounaise, il a quitté l'Afrique, il était encore 19 ans. Ben, il avait presque en Afrique, en disant c'est quelqu'un qui a déjà passé le cap. Il est arrivé en Espagne, ben, il a eu la période, cette post-formation a été vraiment bien suivie, même si au Real de Madrid, ben, parce qu'eux, ils ont été pressés. Ils ont voulu que Eto'o perce automatiquement et si Eto'o restait au Real, il ratait sa post-formation. Mais le côté d'aller à un endroit où il a eu la chance de pouvoir bien s'exprimer, ben, à Majorque, ben, sa post-formation a été réussite. Et on voit la carrière qui suit par après. Mais la question maintenant en Afrique, c'est quoi? C'est que pour l'instant, ici, déjà, la problématique de la formation, qu'on est en train de copier la formation occidentale, il faut aussi qu'on pense à la post-formation. Parce que la post-formation, c'est pas un boulot seulement des formateurs, c'est un boulot de toutes les institutions africaines, la CAF et tout. OK, il y a des compétitions qui se déroulent, on dit, de moins de 18 ans, moins de 17 ans. Mais ces compétitions-là, il y a une problématique qu'on connaît en Afrique, c'est le problème d'âge. Il est grand temps que tous les pays africains, toutes les fédérations africaines se réunissent et qui tirent une sonnette d'alarme concernant l'âge légal des joueurs. Pourquoi? Parce qu'en prenant quelqu'un de plus âgé qui va jouer, eh ben, il empêche le petit gamin de réussir sa post-formation. Or, c'est une étape tellement importante dans la carrière. Tous les joueurs qui sont devenus professionnels ou des grands joueurs, ce sont des joueurs qui ont passé le cap de la post-formation. Il y a des milliers d'autres qui n'ont pas réussi à passer le cap. Pourquoi? Parce qu'ils ont été très forts dans la formation quand ils étaient petits, jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, voire 18 ans. Et puis à 18 ans, ben, on se dit, ben non, ils n'arrivent pas à percer. Pourquoi? Parce que la post-formation, il faut de la patience, il faut aussi un entraîneur qualifié pour pouvoir gérer ce genre de catégories et se dire, ben voilà. Et l'Afrique, pour l'instant, on est en retard dans cette post-formation, mais on a la chance qu'à un certain moment, dans nos championnats, il y a des équipes qui n'ont pas le choix et qui prennent des jeunes joueurs comme ça, par hasard, ils disent, ben voilà, moi je vais te faire jouer parce que je n'ai plus personne. Et par hasard, comme ça, le garçon perce. Et puis on se dit, ah ouais, mais très bon joueur, mais ce joueur-là, personne ne le voulait avant. D'où la critique de Arsène Wenger qui a dit que si Kylian Mbappé était au Cameroun, il ne serait pas le Kylian Mbappé d'aujourd'hui. Ben, tout à fait, parce que la post-formation qu'il a eue en France, c'est un garçon qui a été bien dirigé. On sent, à Clairefontaine, en revenant sur ça, beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la réussite du football français. Ça part d'où? Ça part de l'échec de 98. Je crois. Oui, il y a eu une année où ils sont éliminés. Oui. Et là, les Français se sont dit, par la Bulgarie, et là, ils se sont dit, qu'allons-nous faire? Et là, ils ont mis en place un plan. Et ce plan-là, c'était Clairefontaine et tout.
Et là, on a encore les images de Thierry Henry, de Trezeguet à Clairefontaine. Et maintenant, on a des images de Kylian Mbappé à Clairefontaine. Donc, c'est vraiment une machine à fabriquer les joueurs talentueux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard que le football français est au-dessus de tout le monde. Ils sont capables de faire 3 sélections. Mais ce n'est pas un hasard. C'est un boulot qui a été fait. C'est un travail qui a été mis en place. Et ce travail-là est en train de payer et pendant des décennies maintenant que le football français est au-dessus. Et donc, comme vous dites, Kylian Mbappé, s'il était au Cameroun, il n'aurait jamais fait la carrière qu'il a fait. Et la même chose pour Eto'o. Si Eto'o était resté au Real, il n'aurait jamais fait, peut-être qu'il n'aurait jamais fait la carrière qu'il a fait. Le monde est devenu un vaste village planétaire. Parmi les jeunes footballeurs africains, il y a des binationaux. Est-ce que le contact avec les binationaux n'est pas établi trop tard? Et comment faire pour les récupérer très tôt? Oui, ça c'est vraiment le nez du problème du football africain actuellement parce qu'il y a énormément de binationaux. Beaucoup des Africains vivent ici, ils ont des enfants qui sont, on prend l'exemple de Kylian Mbappé qui est né en France et puis on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le contact assez tôt? Est-ce que le contact n'est pas pris un peu trop tard? Moi je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que le problème des binationaux, c'est un problème aussi qui est le même envers les anciens footballeurs africains vivant en Europe, envers les entraîneurs africains qui travaillent ici en Europe. L'Afrique se prive de ce talent-là. L'Afrique se prive de ces gens-là qui peuvent travailler pour eux. En fait, le contact qu'on dit, on prend le contact un peu tard avec ces binationaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un sélectionneur africain qui va quitter l'Afrique ou quelqu'un de la fédération qui va quitter chaque mois l'Afrique pour venir ici, pour prendre contact avec les binationaux? Eh bien non, il faut faire travailler les gens qui sont sur place. Et en faisant travailler comme ça, le contact sera pris assez tôt. Et je me rappelle, Guy, tu as organisé des tournois ici à Liège entre Africains. Moi, j'en ai organisé. Mais c'est un lien de contact des anciens joueurs africains. Mais ce contact-là, il est grand temps que ce contact soit aussi fait vis-à-vis de ces jeunes footballeurs-là. Mais ce n'est pas seulement ce contact-là. Là, c'est le premier point. D'abord, utiliser le matériel qui est disponible pour le football africain. Et là, j'en reviens encore, c'est très rare le jour où on verra la France, la Belgique, s'ils entendent qu'il y a un talent énorme ou quelqu'un qui pourrait les aider en Afrique pour faire quelque chose, qui se prive de cette personne-là en disant « ben non, on ne veut pas de cette personne-là ». Si je rentre un petit peu, caricaturer un peu dans le style de politique, les Occidentaux utilisent les gens sur place pour rentrer, c'est comme si on disait des gens qui sont sur place pour avoir les informations des gouvernements africains. Ce n'est pas les Européens qui se déplacent en Afrique. Ils utilisent le matériel déjà sur place. Mais les Africains, eux, ils ne veulent pas utiliser ce matériel qui est déjà en place. Et les scouts, ouais, les gens qui sont ici. Toi, Guy, tu connais bien le foot. Mais si on te dit à Liège, il y a peut-être, tu connais quelqu'un, est-ce que tu connais des jeunes Camerounais qui jouent? Tu en connais, qui jouent au Standard, qui sont ici, qui sont ceux-là. Mais ces jeunes-là, déjà prendre ce premier contact. D'abord, de un, prendre ce premier contact. De deux, de l'autre côté, il faut avoir quelque chose, une carotte. Qu'est-ce qui va attirer ces footballeurs, ces jeunes footballeurs africains, ces jeunes binationaux qui vivent ici? Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'ils jouent ici dans les sélections occidentales que les sélections africaines? On est tous conscients. L'organisation. Tout d'abord. L'organisation. Et aussi un cadre correct pour ces genres de joueurs. Parce que si le cadre est bien et que toi tu prends en contact avec un jeune Camerounais ici, et puis un jour comme ça, date FIFA, tu dis voilà, nous on a la possibilité que tu puisses venir jouer avec nous, et puis il y a un match des jeunes de la sélection, des jeunes du Cameroun, tu dis ben tu vas venir, tu vas essayer. Le gamin se déplace, il va là, et il trouve le cadre. L'organisation, la mise en place, les formateurs, tout ça, qui est correct comme ici, je pense qu'il n'y a pas un Africain qui dira non à la sélection africaine. Les Marocains le font déjà. Ben, l'exemple, c'est les Marocains.
qui mettent tout en place. J'ai été à Marrakech, un stade, on me dit que ce n'est pas le meilleur stade, mais j'ai été étonné. Étonné de voir un stade autant et des terrains autour des formations. Les Marocains maintenant, quel Marocain auquel on va dire le Maroc t'appelle et puis la France t'appelle et qu'il hésite? Très peu. Je dirais peut-être 10%. Alors qu'avant, c'était 100%. Mais nos sélections d'Afrique noire, pourquoi ce n'est pas le cas? La France est composée de multitudes de nationalités africaines. Mais pourquoi? Parce que les gens se rendent compte que qu'est-ce que je vais faire au Congo, qu'est-ce que je vais faire au Cameroun, qu'est-ce que je vais faire au Togo. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà que l'organisation n'est pas bonne. Et donc, c'est un travail de deux côtés. Trouver les gens, des scouts, des personnes ici qui vont travailler, qui vont prendre ce contact très tôt avec ces binationaux. Et puis après, l'organisation, le cadre est là pour les recevoir, pour pouvoir diriger. Eh bien là, on aura tout à gagner. Pourquoi les binationaux sont-ils souvent accueillis avec une appréhension par les locaux? Oui, mais je pense que sur ce point-là, c'est un problème de mentalité d'abord. Je comprends des joueurs locaux. En revenant encore au tout début, je pense que ce n'est pas un problème. C'est tout d'abord que le contact est pris au tard avec les binationaux. Donc c'est comme si le travail est fait et il souffre pendant X années. Et puis tout d'un coup, on va prendre contact avec un binational. On dit, ah, tu vas venir en sélection. Et puis c'est lui la star. Mais si le contact est pris assez tôt, on n'aura jamais ce genre de problème. Pourquoi le contact va exister depuis assez longtemps? Moi, j'ai un exemple d'un jeune qui joue en sélection burundaise, Jordi Liongola, qui joue ici à la RAL, à la Louvière. Le garçon est parti, je crois qu'il est né en 2000, donc il a 23 ans. À 18 ans, 19 ans, il avait été convoqué au Burundi. Mais quand il est arrivé ici, quand on était en Tanzanie, son premier jour de sélection, c'est un garçon qui a été accueilli à bras ouverts. Pourquoi? Parce que le contact était déjà établi bien avant. Et certains de ces joueurs-là l'avaient côtoyé déjà à l'époque. Donc il n'y a pas ce côté-là de dire, oui, mais celui-là, c'est un binational, il est né en Europe, il a fait ceci. Mais de l'autre côté, parce que l'accueil, l'Africain, la mentalité, on doit pouvoir la changer. Mais la changer, ce n'est pas les joueurs, ce n'est pas ceci. C'est aussi nos fédérations qui doivent, c'est ce que je disais encore, je dis, il faut utiliser le matériel sur place. Parce que l'Africain, il a peur de l'autre. L'Africain, il est comme ça. Beaucoup d'Africains, la majorité, je ne veux pas dire chaque Africain est comme ça, l'Africain a peur de l'autre. C'est comme si l'autre, c'est un danger pour un Africain. Alors que l'autre, ce n'est pas un danger. L'autre, c'est une force. L'autre, c'est une richesse. Quand moi, je te croise, toi, Guy, j'ai gagné beaucoup, énormément en te croisant, en discutant avec toi. Ça, c'est la richesse que toi, tu m'as apportée. Et moi, je t'ai apporté aussi quelque chose. C'est ça, le monde. C'est ça. Mais l'Africain, lui, quand il te voit, Guy, il voit le danger. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas le danger. Et il faut y remédier à ça. Il faut y remédier. Et y remédier, je pense que ce sont toutes les instances qui doivent se mettre sur place et essayer de mettre des stratégies en place pour pouvoir y arriver. Le football moderne, c'est une bonne formation, mais également un management de pointe. Est-ce que selon vous, le casting des sélectionneurs est bien réalisé? Que pourraient être les conditions et comment faire? Oui. Je vais encore parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai dit pour la formation. Copier, c'est bien. Mais copier intelligemment, c'est encore mieux. Parce que le problème de l'Afrique, c'est qu'on cherche un sélectionneur. Et puis on entend, ah oui, cet entraîneur-là a fait des résultats. On va le prendre. Mais est-ce que vous êtes posé la question, les conditions dans lesquelles cet entraîneur-là travaillait avant? C'est comme si, aujourd'hui, la Gambie se disait, voilà, nous, on a de l'argent. On a vu City jouer, on aimerait bien avoir Pep Guardiola. Eh bien, il va mettre l'argent, ils mettront l'argent, et peut-être Pep Guardiola va accepter en voyant le pactole d'argent qui arrive. Mais est-ce que, techniquement, est-ce que Pep va réussir à faire jouer les Gambiens comme il fait jouer City? Eh bien, non. Et donc, c'est là le problème.
Le problème du casting des sélectionnaires, c'est un petit peu, on copie, on entend, il y a un bon entraîneur, ok, on le prend parce que cet entraîneur-là a fait ça, a fait ça. Mais est-ce qu'il convient? Non. La question, c'est se poser quel est le matériel que nous, on a en main? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on a en main? Et je vais même poser là, je vais encore en revenir. Moi, en postulant à EY, je suis le seul Africain de tous les candidats. J'arrive, on pose les questions, je réponds. Et d'autres Belges passent. Presque 4 qui ont déjà entraîné au niveau national. Ils passent. Et puis eux, ils me choisissent moi. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont regardé en disant, parce que moi j'avais déjà des résultats. Il y a des entraîneurs qui ont fait une carrière plus que moi, qui étaient dans la liste, mais qui n'ont pas été pris. C'est ça le casting. Le casting, tu ne vas pas prendre parce que tu entends que cet entraîneur-là a un beau CV, a ceci, a cela. Non, le casting, c'est tout d'abord pouvoir discuter. Je suis certain que le choix des sélectionneurs africains, c'est très rare qu'on convoque les sélectionneurs, on regarde juste le CV, on lit, ah oui, mais intéressant ça. Et le choix, il est fait. Or, le choix ne se fait jamais à cause d'un bout de papier. Le choix s'est fait aussi parce que le problème, c'est de deux côtés. L'Afrique, nos fédérations doivent se doter d'une stratégie, d'une vision à long terme. Cette vision-là qu'ils ont, c'est en fonction des réponses qu'ils vont avoir du sélectionneur, des différents candidats qui vont choisir le sélectionneur. Mais chez nous, c'est pas comme ça. On choisit le sélectionneur et puis on se pose la question, eh bien, on n'a pas de résultats, on n'a pas ceci. Comme la Côte d'Ivoire, quand ils avaient pris Marc Wilmot. Ouais, très bon sélectionneur, il a amené la Belgique à Talente. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question? Eh bien non, ils ne se sont jamais posé la question. Et qu'est-ce qui se passe? Après 3 mois, on met l'entraîneur dehors, on doit payer des indemnités, on doit faire ceci, on doit faire cela. Le casting, c'est quelque chose de très important. Et je pense que ce mot-là doit devenir récurrent dans toutes nos fédérations, dans le choix d'un sélectionneur national. Vous parlez des visions. Dans son ensemble, l'Afrique rêve de remporter une Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a en Afrique une vision à long terme, une vision dite planifiée pour pouvoir remporter une Coupe du Monde un jour? Actuellement, non. Beaucoup de gens disent, j'ai entendu Samuel Eto'o en parler, j'ai entendu certaines personnes penser qu'un jour l'Afrique, on va remporter la coupe du Monde, mais on n'est pas encore prêt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette vision à long terme. Comme je le disais, l'exemple est de la France. La France n'est pas devenue champion du monde par hasard. Le Brésil, eux, c'est inné. Ils avaient déjà ce talent-là. Si on regarde tous les pays qui sont devenus champions du monde, il n'y en a pas. Il n'y a pas un qui est devenu champion du monde par hasard. C'est quelque chose, un travail à long terme. L'Afrique, l'Africain voit aujourd'hui. Mais c'est dans nos mentalités, parce que nous, quand on était en Afrique, mon cher Guy, on arrivait à la maison, on avait à manger aujourd'hui, mais on ne savait pas ce qu'on allait manger demain. C'est une force, mais une force dans la vie de tous les jours. Parce que là, tu dois essayer de prendre le plaisir de la vie. Mais dans une vie, dans la société, si tu as une société, une boîte, une entreprise, là, tu dois avoir une vision à long terme. Et donc, nos fédérations devraient aussi avoir cette vision à long terme. Et je pense que la vision à long terme, l'Afrique n'est là pas. Et il est grand temps de se mettre et de se poser la question, tout d'abord au niveau de la CAF, avoir une vision à long terme dans la formation des entraîneurs, dans la formation des cadres, des fédérations. Et aussi, il y a un métier qui devient comme si dérisoire en Afrique, c'est la place d'un directeur technique national. Il y en a certaines fédérations qui ont des directeurs techniques nationaux, mais qui n'arrivent pas à avancer. On a vu le Maroc quand même arriver en 8e de finale de la Coupe du Monde. C'est dû à cette anticipation, à cette vision, ou bien c'était un hasard? Le Maroc, on va dire, c'est un petit peu les deux. Il y a une vision qui est mise en place au Maroc, parce que quand tu arrives, tu sens qu'il y a quelque chose qui se met en place. Même en n'ayant pas été voir un match ou ceci, tu sens qu'il y a quelque chose qui se met en place au niveau footballistique. Et ça, c'est déjà une force. Et aussi, le hasard, pourquoi? Le Maroc, ils ont eu la chance, et c'est là, j'en reviens au casting d'un sélectionneur. Le Maroc, ils ont eu la chance de choisir le sélectionneur qui convenait à une sélection africaine.
Pourquoi? Parce que ce sélectionneur-là, il part à la Coupe du Monde, il sait ses points faibles, il sait bien qu'il ne pourra pas rivaliser avec des grandes nations. Donc, c'est quelqu'un qui s'est dit, moi, en travaillant comme ça, j'y arriverai. Et donc, avec cette manière de fonctionner, et c'est là, il donne raison au fait que le casting, c'est pas juste les grands sélectionneurs. Le Maroc, si on donnait un grand sélectionneur occidental, le Maroc ne serait jamais arrivé au niveau où ils sont arrivés. Alors que lui, c'est un entraîneur national qui est parvenu parce qu'il savait, il connaissait, il sait la force, il sait les points faibles. Ils avaient des joueurs le Maroc avait des très bons joueurs. Mais il se disait, je ne pourrais pas rivaliser avec une équipe de France qui s'est préparée pendant des années. Je ne pourrais pas rivaliser avec des grandes nations du football comme le Portugal, où les générations jouent depuis des années ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un plan en place. Et ce plan-là, il a fonctionné. C'est pour ça que je dis, c'est un hasard, mais ce n'est pas tout à fait un hasard parce que le casting a été bien fait. Mais en revenant à la vision c'est quoi pour nos pays africains? C'est quoi la vision? La vision, c'est l'exemple, la France, mais l'exemple le plus flagrant, c'est Barcelone et c'est l'Ajax. À l'Ajax, tu arrives, tu es entraîneur, tu ne vas pas arriver, tu dis, eh bien, moi, j'adore jouer en 3-5-2. Jamais. Toi, tu arrives, la vision, elle est en place. Le projet, il est en place. Et toi, tu dois te calquer à ce projet-là. Le Barça, la formation des jeunes, depuis Johan Cruyff, c'est toujours la même chose. Et ils ont une vision à long terme. Et c'est cette vision-là qui fait que le Barça, même si les résultats, il y a toujours quelque chose qui te dit, ça c'est le Barça. Et c'est quelque chose qui va te dire, ça c'est l'Ajax. Et l'Ajax, ils vont faire 2 ans ou 3 ans, tu ne les verras pas. Pourquoi? Parce que tous les joueurs ont été vendus. Mais d'ici 3 ans, on en parlera encore. Il va y avoir une génération que tout le monde va commencer à se poser des questions. Ça, c'est une vision. Ça, c'est une vision pour le club. Mais nos sélections qui se dotent aussi d'une vision, et quand il parlait des directeurs techniques, en Afrique, il y en a, mais ils ne font rien. Pourquoi? Parce que personne ne sait le rôle exact d'un directeur technique. Ils n'ont pas la mission. Voilà, ils n'ont pas la mission et la vision de la fédération. Ils sont là juste parce qu'il en faut un. Alors que c'est quelque chose de très... C'est même le directeur technique qui met en place. Le plus gros travail. Oui, qui met la vision en place. C'est lui le lien entre le sélectionneur et la fédération. C'est lui qui dirige, qui dit la fédération. C'est lui qui fait le rapport à la fédération en disant, voilà, notre objectif c'était d'arriver là, on voulait faire ceci, mais on est encore ici, il nous faut encore du temps. C'est presque le bouclier du sélectionneur. C'est lui qui donne le style de football à la nation. Voilà. Mais parlez-nous un peu de l'équipe nationale du Burundi. Quelles sont les ambitions? Quel est l'avenir du Burundi? Est-ce que le Burundi va se qualifier pour le mondial après des bons résultats, une victoire et un match nul? Pour la sélection burundaise, très compliqué. Pourquoi? Parce que le projet était là. Mais je pense qu'on est encore un petit pays. On doit toujours se dire, OK, on a de l'ambition, mais il faut admettre quand même qu'on tu croises une équipe comme la sélection ivoirienne, elle est toujours au-dessus. Mais en un match ou 2 matchs, tout est possible. Mais en se disant, si on doit jouer et que la Côte d'Ivoire est prête, il n'y a aucune chance. Mais il y a toujours ce côté-là où tu te dis, les sélections africaines, toutes les sélections africaines, maintenant le Maroc moins, toutes les sélections africaines, ils ne sont pas à l'abri d'une surprise, d'un manquement, parce qu'ils arrivent un petit peu avec un excès de confiance, un peu ce qui n'arrive pas trop ici dans l'Occident. Mais en Afrique, c'est toujours ce côté-là, et c'est cette mentalité-là quand on dit il faut gagner une Coupe du Monde. Parlons du Burundi pour se qualifier à la Coupe du Monde. La chance, oui, il y a peut-être une possibilité, 10, 15, 20% au grand max. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes nations. La Côte d'Ivoire, si elle est prête, lors du match de la confrontation contre le Burundi, il n'y a aucune chance. Mais comme toute sélection africaine, elle peut passer à côté. Ça sera peut-être un jour sans, un jour où les joueurs ivoiriens vont arriver en se disant oui, mais non, c'est le Burundi, on va gagner. Puis qui sait, un petit peu comme le sélectionneur marocain a créé la surprise en Indonésie. Et on a senti contre le Cameroun
que la mise en place, tactiquement, était bien en place et ça a quand même causé de problèmes à la sélection camerounaise qui jouait avec 2 millions et puis presque 4 attaquants. Donc ça a causé énormément de problèmes. C'est là où j'en reviens. Quand il y a quelque chose qui est bien étudié, bien mis en place, il y a toujours moyen d'y réussir. Et raison pour laquelle je pense qu'avec la dynamique qui existe, tout est possible, mais la chance, comme j'ai dit, il y a 20% des chances face aux Ivoiriens qui, je pense qu'ils sont presque déjà intouchables. Mais pour la deuxième place, ben, tout est jouable. Et vous allez rester à l'équipe nationale, votre intégration s'est bien passée? L'intégration s'est bien passée, mais comme je disais encore, la mentalité, les mentalités dans nos pays africains, c'est toujours un petit peu le point faible. Parce qu'on a toujours tendance, comme tu disais, tu m'as dit, ils sont toujours accueillis un petit peu à froid par les locaux. C'est aussi ce problème-là. Parce que l'autre, c'est pas un problème. L'autre, il y en a plein. Et bien, ces talents-là, il est grand temps que l'Afrique se réveille et se dise, mais il faut quand même ces talents-là pour les aider. Et c'est pour ça que moi, je tire encore la sonnette d'alarme, que ce soit au Burundi, de dire, ben, nous ne sommes pas une menace. On est un plus pour l'évolution du football. Et donc, pour le football burundais, dans mon cas, et pour le football africain en général. L'Afrique regorge de jeunes footballeurs talentueux, mais doit se donner une identité footballistique pour atteindre le toit du monde et remporter une Coupe du Monde. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt avec notamment notre correspondant qui n'est pas là aujourd'hui, M. Etoga. Merci, M. Patrick Sambon. Merci.